on va lancer. Alors, les rangs sont un petit peu plus clairsemés que d'habitude, mais comme vous pouvez le constater, en fait, on pense que le mois de mai n'est pas forcément le meilleur moment pour réunir des gens avec notre mois à trous, en fait, avec les ponts. Mais on est néanmoins vraiment ravis de vous accueillir et les échanges après n'en seront que plus riches. Donc, on est ravis. Merci de votre présence. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le club Esseclux, mais on va faire juste un tout petit récap. Nous sommes un club d'alumni du luxe, donc de diplômés ESSEC. Et nous nous sommes fixés comme mission, il y a plusieurs personnes ici qui participent effectivement à cette belle mission. Nous sommes fixés comme mission en fait d'animer notre communauté de professionnels du luxe ESSEC, mais pas que, parce que d'ailleurs je pense que certains d'entre vous ne sont pas ESSEC et vous êtes les bienvenus tout autant que les autres. Et nous organisons un certain nombre d'événements tous les mois, que ce soit effectivement des conférences sur des enjeux transverses en fait du luxe ou des rencontres de personnalités, des événements networking ou comme ce soir effectivement un focus sectoriel. Et je sais que ce secteur, je l'aime parce que c'est le mien aussi. Donc je suis vraiment ravie d'avoir à mes côtés Monia Merabet. Je pense que certains d'entre vous peut-être connaissent Monia parce qu'elle fait souvent des conférences. Je pense que je ne suis pas la seule à apprécier son analyse. Monia a fondé son agence We Out Wow après une expérience assez riche en branding, en marketing et en développement commercial en France et au Japon pour des maisons de luxe et des maisons de cosmétiques. Et elle nous fait la joie, effectivement, aujourd'hui de conduire des analyses sectorielles. Monia a une agence, effectivement, de tendance, d'analyse de tendance et de conseil en innovation stratégique au service principalement de la cosmétique. Et j'avoue que ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que en dehors, vous verrez, de la limpidité de sa lecture du marché, Monia a effectivement une vision très transverse en fait par rapport à son expérience passée, y compris en fait sur les concepts retail. Et ça, c'est une vraie richesse, en plus d'un vrai multiculturalisme qui vient aussi de ton expérience passée. Donc, je suis vraiment très heureuse d'avoir Monia avec nous ce soir. Et on a choisi aujourd'hui de faire un petit point parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de nouveautés qui sont incroyablement effectivement véhiculées par les réseaux sociaux et c'est très compliqué finalement d'avoir une vraie lecture de ce qui se passe et surtout de ce qui va impacter durablement notre secteur. Et on avait envie de ce point justement avec cette acuité de vision de faire le point sur vraiment ce qui est un épiphénomène de mode mais ce qui va plutôt impacter effectivement durablement en tendance de fond notre secteur. Donc, on aura la chance d'avoir une partie questions-réponses, évidemment, après la conférence de Monia. Et puis, vous verrez qu'on prolongera après la discussion autour d'un verre. Et comme on n'est pas très nombreux, je pense que les échanges seront riches. En tout cas, rien qu'en préparant la conférence, on a eu du mal à s'arrêter toutes les deux. Donc, je pense qu'on aura du mal à clôturer à 22 heures. Je te laisse sans plus tarder la parole. Merci encore, Monia. Merci beaucoup, Karine. Bonsoir à tous. Je suis enchantée d'être avec vous ce soir. Donc, comme Karine l'a gentiment fait, elle m'a présenté de manière très positive. Donc, merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, comme elle vous l'a précisé, j'ai une agence en tendance et innovation dans le domaine de la beauté. Je suis basée à Paris, mon associée, elle, basée à Tokyo, et on fait de la veille. On regarde un petit peu tout ce qui est nouveau en termes de produits, en termes de retail, en termes d'expérience, en termes de tech et de digital aussi. On est très curieuse. Et on regarde ce qui se fait dans la beauté, mais aussi dans toutes les industries qui sont adjacentes. Donc, on regarde ce qui se fait un petit peu dans la mode, dans l'alimentation, la restauration, l'hôtellerie. Et avec toutes ces informations, en fait, on propose plusieurs services qui sont principalement des books qu'on appelle booster book, booster d'inspiration. Donc, plutôt que de faire des books de tendance où chaque année, on va dire c'est la tendance à suivre, on va répertorier en fait tout ce qu'on trouve d'intéressant, de nouveau, en expliquant pourquoi ça a attiré notre œil et qu'est-ce qu'on peut en retirer quand on est une marque dans la beauté. On fait aussi des rapports un petit peu plus précis sur des secteurs ou des tendances, on va dire, un petit peu plus précises, notamment un qu'on va sortir bientôt sur la longévité et dont je vais aussi parler un petit peu dans la présentation de ce soir. À côté de ça, on fait aussi de la veille stratégique pour des clients qui ont des besoins précis. On va leur, par exemple, faire des études de marché sur des secteurs, des zones géographiques, des catégories de produits spécifiques. Et enfin, on fait de l'innovation conceptuelle. Donc là, c'est vraiment un peu plus de la prospective. On va essayer d'imaginer le futur. On va accompagner nos clients pour essayer d'imaginer
à un petit peu plus long terme, qu'est-ce que pourrait être la beauté de demain? Et on va en parler aussi brièvement ce soir. Alors, la présentation d'aujourd'hui, ça va vraiment être une manière d'expliquer déjà la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui à différencier les buzz des vraies tendances et à trouver en fait de quelle manière on peut s'inspirer de vrais moments ou de vrais événements qui puissent aider les marques à créer des produits qui vont avoir un impact. On va regarder dans un deuxième temps justement comment faire pour trouver les moyens et surtout où regarder en fait quels sont les macro-mouvements, les macro-événements, les macro-tendances qu'on peut garder et sur lesquels on peut s'appuyer pour ensuite créer des produits et des services qui vont être impactants. Et enfin, on finira avec une petite introduction sur le futurisme. Donc, la première partie, c'est Trend is Trending. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la presse, sur Internet, on entend le mot tendance à tort et à travers. Il y a des tendances partout et si on regarde les réseaux sociaux notamment, on a l'impression que chaque jour, il y a une nouvelle tendance à suivre. C'est un petit peu la faute des algorithmes. Les algorithmes, ils vont favoriser tout ce qu'il y a de nouveau. Les créateurs de contenu, ils ont besoin d'être mis en avant. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui attire leur attention, ils vont en parler à outrance. Ça va être repris par d'autres influenceurs. Et le problème dans tout ça, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux, maintenant, ce sont aussi devenus des sources d'information, car le contenu est roi. Donc, en fait, des sources d'information pour qui? Pour les médias traditionnels, pour la presse, par exemple, qui va s'inspirer de ce qui se fait sur TikTok, prendre des buzz, les appeler des tendances et en faire des articles. Et au final, on a une espèce de prophétie autoralisatrice qui fait que un petit buzz qui, à la base, était juste l'idée de créateur un peu innovant, va devenir une tendance. Mais la problématique, c'est que la plupart de ces buzz, en fait, déjà, ne sont pas des vraies tendances parce qu'ils ne rentrent pas du tout dans la, la vie, on va dire, des consommateurs, dans les habitudes des consommateurs. Et en plus, ils sont finalement plutôt réservés à l'industrie. Donc, je ne sais pas, là, il y a quand même pas mal d'initiés dans la salle. Donc, est-ce que vous connaissez les tendances que je vais vous citer? Qui a entendu parler du make-up café latte? Non. Blueberry Nail, Clean Girl, un peu plus, et Mob Wives. Voilà. Donc, tout ça, en fait, c'est des tendances qui sont nées sur Internet. Et on a l'impression que c'est vraiment des mouvements voilà, qui changent un petit peu le monde de la beauté. Sauf que finalement, comme on peut le voir ici, il y a très peu de monde qui les connaissent. Il y a une étude qui a été menée par Reddit, le site Internet, qui a montré que 43% des gens ne connaissent pas la plupart des grandes tendances dont on parle dans les magazines. Et non seulement ils ne les connaissent pas, mais s'ils les connaissent, ils ne les appliquent même pas. Et 66% de ces mêmes gens estiment que les marques en font trop pour suivre justement ces tendances et ces buzz. Donc, en fait, pourquoi on a besoin de sortir de cet hypercycle? Tout simplement parce que les marques, déjà, ont des difficultés à suivre le mouvement, à toujours avoir besoin de courir après le dernier buzz, mais aussi et surtout parce qu'il y a une perte d'identité, une perte d'ADN quand on essaie à tout prix de vouloir faire plaisir à tout le monde sans au final se soucier vraiment de ce que son consommateur vraiment de base veut avoir. Et c'est en ce sens que les tendances de fond, que j'appelle des macro-trends ou des macro-mouvements, sont importantes. Pardon. Et en fait, comment définir ces macro-mouvements par rapport à des buzz? C'est des mouvements qui vont être ancrés dans plusieurs plans différents. Donc, ça va être des mouvements qui vont avoir un écho aussi bien dans le domaine économique que technologique, qu'écologique, que culturel et que social. Et c'est seulement des mouvements qui ont vraiment cet ancrage dans tous ces plans-là qui vont vraiment avoir un impact durable sur le long terme et qui pourront vraiment servir, on va dire, de benchmark pour les marques quand elles devront créer des nouveaux produits. Donc ce soir, on va voir 4 mouvements différents. Le premier dont je voulais vous parler, c'est celui de la longévité. Donc il y a une nouvelle frontière qui est celle de la longévité.
c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est quelque chose qui est très ancré en fait dans la société actuelle à différents niveaux, notamment au niveau démographique, bien sûr. Hein, la population est vieillissante. D'ici 2050, il y aura plus de personnes de plus de 65 ans que de moins de 65 ans. Donc, avec une population aussi vieillissante à travers le monde, on se pose des questions. On se demande comment faire pour vivre mieux, plus longtemps. Et la question, c'est plus vraiment de comment on va vivre plus longtemps, mais comment on va vivre mieux, plus longtemps. D'où l'intérêt qu'on peut avoir pour différents éléments comme les zones bleues, par exemple, dont on parle beaucoup. Les zones bleues, c'est ces zones où il y a le plus de centenaires à travers le monde. Et il y a beaucoup de documentaires qui sont faits, de rapports qui sont faits sur le sujet. Et en gros, pour vous spoiler un peu, les zones bleues, les gens les gens sont centenaires, pardon, en fait, ce sont des zones où ils ont une alimentation équilibrée, ils pratiquent une activité régulière, ils ont une communauté sur laquelle ils peuvent se reposer et surtout, ils ont une mentalité positive. Donc, les gens qui voient le verre à moitié plein vivent plus longtemps que les pessimistes. Ensuite, on a aussi au niveau de l'évolution de l'image, de la représentation de l'âge. Donc, comme on va vivre plus longtemps, en fait, on est en train de changer la façon dont on voit la vieillesse. On dit souvent que 50 ans, c'est le nouveau 30 ans. Et on a beaucoup de gens qui essaient justement de se défaire de ces images assez négatives qu'on peut avoir quand on pense à des âges plus ou moins avancés. Et donc, il y a des gens qui essayent pour ça de travailler sur leur âge biologique de manière plus ou moins, on va dire, intense. On peut le faire comme ces centenaires en travaillant sur son alimentation. Et on peut le faire de manière un peu plus extrême, comme Brian Johnson, qui est un millionnaire américain et qui, lui, a décidé vraiment de s'infliger un régime drastique avec des traitements médicaux intenses pour essayer de rajeunir son âge biologique. Donc, il a aujourd'hui 47 ans, mais son âge biologique, c'est 35 ans. Bon, en même temps, il dépense 2 millions de dollars par an pour arriver à cet âge-là. Voilà. Donc, mais l'avantage, c'est qu'il arrive quand même à embrigader toute une partie pas de la population, mais une grande partie de gens qui le suivent. Il y a des clubs qui se créent. Il y a même un club en France qui s'appelle le Club Zéro, qui s'inspire de Brian Johnson. Et tous les mois, je crois, ils se retrouvent pour faire la routine de Brian Johnson, manger ce qu'il mange, essayer de comprendre comment il a fait pour rajeunir son âge biologique. Et enfin, les nouvelles frontières de la longévité, elles se retrouvent aussi au niveau de la technologie. On a de plus en plus de tech qui nous permettent de traquer nos biomarqueurs. Ça se retrouve avec tous les tests qu'on peut faire sanguins pour savoir quel est notre taux de cortisol, quel est notre taux d'hormones. Ça se retrouve aussi avec tout ce qui est portable, donc tout ce qu'on peut porter sur soi. Donc là, je vous ai mis une photo de la bague Oura. C'est une bague qui va traquer notre sommeil, notre niveau de stress, nos battements cardiaques. Et grâce à tout ça, en fait, on arrive vraiment à avoir la possibilité de suivre nos biomarqueurs et donc d'essayer un petit peu de ralentir les raisons pour lesquelles on pourrait vieillir plus rapidement ou pas. Donc, comment tout ça, ça se retrouve dans la beauté? Le premier impact que ça a, c'est que ça peut créer de nouvelles catégories. Donc, ces derniers temps, on a beaucoup parlé des produits et des marques qui se concentrent sur la ménopause. Il y a beaucoup d'autres catégories qui peuvent être impactées. Tout ce qui est lié aux hormones, en fait, tout ce qui est lié à la santé en général, c'est en train de devenir quelque chose qui est vraiment lié à la beauté. Il y a beaucoup de marques donc, qui créent des soins de la peau pour ces catégories spécifiques. Et on va avoir de nombreuses nouvelles catégories qui vont, je pense, dans les années prochaines, s'ajouter à cela.
Le deuxième point, comment la longévité, elle impacte la beauté, enfin comment les nouvelles frontières de la longévité impactent la beauté, c'est dans le fait que maintenant, les catégories ne sont plus forcément définies par l'âge, les catégories de produits. On peut très bien avoir 20 ans et acheter un produit d'une marque qui est plutôt pour peau mature. On l'a vu avec ces jeunes adolescentes qui achètent la marque Drunk Elephant, qui est à la base plutôt pour les femmes qui veulent utiliser des produits anti-âge. Et l'inverse, c'est vrai aussi. On a beaucoup de femmes qui sont matures, qui ne vont pas hésiter à un seul moment à acheter des produits qui sont plutôt dans des catégories très jeunes, comme Glossier, par exemple. Donc finalement, il n'y a plus cette idée de l'âge qui va définir vers quelle marque je vais me tourner. Euh, et euh, et c'est vraiment un moyen aussi pour les consommateurs de se départir de ce stigma qu'est l'âge et que les marques peuvent parfois mettre sur les produits alors que c'est plus vraiment nécessaire. La troisième façon dont la longévité impacte l'industrie de la beauté, ça va être bien évidemment sur les ingrédients. Donc, on a des ingrédients maintenant qui sont très sophistiqués, qui vont non seulement aider à réparer les signes de l'âge, mais qui vont aussi aider à les anticiper. On a maintenant beaucoup d'ingrédients qui vont travailler sur la sénescence des cellules, donc le vieillissement des cellules, ce qui fait qu'on essaie vraiment de prévenir tout signe d'apparition de l'âge avant qu'il n'arrive. Ça se retrouve également dans l'utilisation de plus en plus grande qu'on peut faire des compléments alimentaires. Donc en France, c'est assez réglementé. Dans les autres pays, ça l'est beaucoup moins. Par exemple, en France, on entend parler beaucoup en ce moment du collagène. Ça fait des années que ça existe de manière très démocratisée dans les autres pays. Nous, on en est au collagène. En Asie, aux États-Unis, ils en sont au niveau supérieur. Maintenant, ils utilisent des compléments alimentaires comme le NMN ou le NAD+, qui sont en fait des compléments alimentaires qui vont aussi aller directement travailler sur la cellule. Donc, plutôt que de juste rajouter le collagène qu'on a perdu avec l'âge, ils vont aller booster la cellule pour que la cellule elle-même crée du collagène. Et, euh, et donc, cette catégorie-là, ça se retrouve dans différents exemples qu'on va voir ensemble maintenant. Alors, comme je vous le disais, avec mon associé, on aime bien regarder différents secteurs, donc que ce soit des marques de beauté, du retail, des expériences. Donc, j'ai essayé de faire un petit mélange de plusieurs choses. La première marque dont je voulais vous parler, c'est System Skin. Donc, c'est une marque espagnole qui a créé un seul produit, qui est un produit qui est un produit magique, bien sûr. Il fait tout. Il va en fait targeter 10 éléments différents. Donc, c'est un produit qui va traiter le derme, l'épiderme, les muscles, les cellules adipeuses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les muscles, j'ai déjà dit. L'immunité. Et en fait, tous les ingrédients ont été sélectionnés parce qu'ils ont une approche globale de l'anti-âge. Et ils ont créé un complexe qui s'appelle le Omniverse. Et ce complexe est fait de telle sorte à ce que absolument tous les éléments qui participent au vieillissement de la peau soient pris en compte. Ils ont aussi fait une crème, donc cette crème unique, qui doit être mise la nuit uniquement parce qu'ils l'ont fait pour qu'elle fonctionne avec la chrono, le fait que la nuit, pardon, les cellules se régénèrent plus fortement. Et donc, le fait de mettre cette crème en plus la nuit, ça décuple ses effets. Le deuxième exemple dans ces nouvelles frontières de la longévité, c'est la démocratisation des retraites longévité. Donc, le phénomène de retraite, ce n'est pas vraiment nouveau. On a les retraites de yoga, les retraites silencieuses, les retraites pour faire de l'Ayurveda. Maintenant, c'est des retraites qui sont vraiment spécifiques pour la longévité. Donc, celle-ci, c'est celle du Six Senses à Ibiza. Ils ont créé ce qu'ils appellent le Rose Bar, qui est un club de longévité. Donc, on va y aller soit pour la journée, soit pour plusieurs jours.
Ils vont faire des tests très poussés avec des prises de sang. Ils vont essayer de vraiment définir de quel besoin vraiment notre biologie a besoin, enfin, quels sont nos besoins biologiques profonds. Et suite à ça, ils vont proposer différents traitements. Donc, ça peut être des intraveineuses de goutte à goutte, de vitamines et d'autres éléments. Ça peut être des caissons hyperbares, ça peut être de l'infrarouge, ça peut être de la chirurgie cosmétique s'il y a besoin. Et l'idée, c'est vraiment voilà, d'aller là-bas, déjà d'avoir un petit peu une overview de quel est mon état de santé et d'avoir des recommandations sur comment faire et quel traitement utiliser pour, encore une fois, avoir cette réjuvénation. En termes de tech et de digital maintenant, la longévité, ça se traduit par des applications, notamment celle-ci qui est assez sympa, qui s'appelle rejuve.ai. Donc, c'est une application, il y en a pas mal des applications de longévité, mais celle-ci, elle est intéressante parce qu'en fait, elle combine les données avec l'intelligence artificielle. Donc, en fait, ils ont pris des données qui étaient disponibles de gens qui ont ouvert leurs données à propos de leurs biomarqueurs. Et les utilisateurs, en fait, eux-mêmes peuvent aussi marquer les éléments qui les caractérisent dans l'application. Par exemple, si je fais une analyse de sang, je vais mettre mes résultats dans l'application. Et toutes ces données-là, en fait, elles sont utilisées par l'intelligence artificielle pour donner des recommandations personnalisées en fonction de non seulement nos résultats à nous, mais les résultats de millions d'autres personnes. Donc, en fait, chaque recommandation est vraiment personnalisée grâce à une étude qui ne pourrait pas être faite par un simple être humain. Et la particularité en fait, de cette application, c'est qu'elle fait aussi des partenariats avec des marques et elle propose à ses utilisateurs différents produits. Donc, ça peut être des réductions pour des soins. Ça peut être comme ici avec Noage, qui est une marque de compléments alimentaires. Ça peut être des compléments alimentaires spécifiques. Donc, ils ont vraiment réussi à mêler ce côté service et produits et recommandations produits. Et enfin, la dernière marque dans cette catégorie de la longévité, ça va être Cive. Donc, c'est une marque américaine. Eux, ils se sont focusés sur le microbiome. Et la particularité, c'est qu'il y a un petit côté biohacker en fait dans cette marque. Donc c'est pareil, pour l'instant, ils ont un seul produit. Et donc, en général, quand on parle de microbiome, c'est donc prébiotique, probiotique, postbiotique. Et là, en fait, ils utilisent quelque chose qui est assez peu utilisé pour l'instant dans les marques de skincare. C'est des spores en fait de bactéries. Ce qui fait qu'en fait, les spores vont s'adapter au microbiome unique de chaque personne. Et en fonction de son microbiome, la crème va réagir d'une manière ou d'une autre pour faire en sorte que le microbiome soit rééquilibré de la meilleure façon qui soit. Et pour finir sur la longévité, donc je voulais juste donner des petites pistes sur lesquelles on pouvait réfléchir en fait quand soit on est une marque ou quand on veut s'intéresser ou imaginer où va aller la beauté dans le futur par rapport à ce thème justement de la longévité. Donc comme je le disais, des produits ciblés pour les étapes de vie spécifiques. Je parlais des hormones tout à l'heure. Ça pourrait être par exemple chez les hommes, la calvitie, c'est lié aussi aux taux hormonaux. Donc il y a beaucoup d'intérêt par rapport à ça pour certaines marques. Les cheveux blancs aussi. La longévité, bah, ça implique malheureusement des fois de devoir accepter d'avoir des cheveux blancs. Il y a des marques qui essayent de soit réverser ce processus, soit au contraire bah, de faire en sorte que les gens acceptent leurs cheveux blancs et proposent donc des marques qui vont aller dans ce sens-là. La deuxième idée, c'est de promouvoir un style de vie sain comme composante de la beauté. Et là, c'est vraiment plus en fait d'inclure la beauté dans le style de vie. On le voit beaucoup avec notamment les solaires. Les solaires, c'était un produit avant qui était vraiment réservé aux vacances. Maintenant, on sait que le soleil est très lié au vieillissement de la peau et d'inclure en fait des SPF dans des produits qui sont
quotidien, même dans des produits qui sont pour la ville et pas forcément dans des zones très ensoleillées, ça devient quelque chose de nécessaire parce que justement, les consommateurs, ils veulent avoir cette idée que leur peau est protégée quoi qu'il arrive et dans cette optique toujours de longévité permanente. Euh, Comment aider les consommateurs à suivre les résultats et à adapter leur routine? Donc, ça se fait comme on l'a vu, soit avec des produits qui vont vraiment s'adapter aux besoins ou à la peau même des consommateurs. Ça peut se faire aussi à travers des tests, à travers des recommandations de produits. Et vraiment, l'idée encore, c'est d'accompagner chaque personne dans son individualité et de profiter de cette envie de personnalisation en fait qu'on peut voir apparaître dans le domaine de la beauté. Et enfin, l'approche holistique dans les produits et services. En fait, la longévité, c'est plus devenu une aspiration générale d'un mode de vie plutôt que de vraiment rechercher à vivre plus longtemps. Donc, en fait, inclure ça dans une optique plus holistique, voir la beauté, mais à travers tous les cycles de la vie, comme tous les cycles, les moments de la journée, comme le sommeil, comme le stress et tout autre élément qui pourrait impacter en fait la beauté, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et étudier pour rester, on va dire, dans cette tendance de fond. La deuxième macro-tendance dont on va parler ce soir, c'est bien évidemment la révolution digitale et plus particulièrement, en fait, les ponts qui se renforcent entre le physique et le digital. Alors, ça se retrouve forcément avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on la connaît depuis un petit moment, mais ça a évolué de manière assez fulgurante dans les dernières années. On l'a connue avec des programmes assez simples, Siri, les chatbots qu'on utilisait, qui étaient juste un peu des questions-réponses. Ils avaient une base de données, ils allaient chercher la réponse dans leur base de données et ils vous répondaient. Maintenant, l'intelligence artificielle, elle réfléchit. Vous avez ChatGPT qui est un modèle de langage qui est assez sophistiqué. Et encore, c'est un des plus simples par rapport à tout ce qui peut être fait encore. On a des choses comme Sora aussi, qui est le dernier programme de OpenAI, qui est en fait un nouveau logiciel qui, à partir d'un texte, pardon, va faire une vidéo d'une qualité assez incroyable. Donc là, on est vraiment juste au début de tout ce que l'IA peut nous apporter. Et, euh, et ça va avoir un impact sur différents pans de la société, et notamment sur le monde du travail. Il va y avoir bien sûr des nouveaux postes qui vont se créer. On parle beaucoup de prompt engineer. Est-ce que ça va vraiment devenir un job à un moment donné ou pas? Peut-être. On parle aussi beaucoup de co-création avec l'intelligence artificielle. On a beaucoup peur en fait de l'intelligence artificielle en se disant que bon, elle va sûrement remplacer beaucoup de nos emplois, mais on s'aperçoit que finalement, ça sera plus de la co-création que vraiment du remplacement pur et simple. Notamment, je pense à l'architecture maintenant, où avec des logiciels comme Midjourney, on peut créer des photos réalistes des réalisations de projets qui seraient très difficiles à faire ou très longues à faire, du moins, s'il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Ça permet vraiment d'ouvrir l'esprit et de donner des idées qu'on n'aurait pas pu forcément avoir autrement. Et enfin, en fait, le troisième élément sur lequel va jouer le digital, c'est sur la plus jeune génération, sur la Gen Z, la Gen A, qui, elle, est née déjà avec le digital, mais qui, en plus, a vraiment eu une toute autre vision d'elle-même grâce au digital. J'ai pris l'exemple ici d'une sous-culture
Les sous-cultures, dans le passé, c'était très lié à des mouvements politiques, à des mouvements de contestation. Les punks, en général, bah voilà, ils se rebellaient contre le système. Et ça se faisait de manière assez locale, ça se développait assez lentement. Maintenant, une sous-culture, elle peut démarrer dans n'importe quel pays du monde et se répandre de manière assez rapide à travers le monde entier et regrouper en fait des gens de milieux complètement différents. Ce qui fait qu'en fait, la représentation que les jeunes ont d'eux-mêmes n'est vraiment plus du tout liée à l'endroit géographique où ils vivent. De la même manière, en fait, les plus jeunes notamment sont, enfin même pas les plus jeunes, hein, même la Gen Z sont aussi beaucoup sur Internet, enfin sur les jeux vidéo, les jeux en ligne. J'ai mis une photo de Roblox. En fait, il y a vraiment cette idée que il y a la vie physique telle que nous on la connaît, mais il y a aussi une grande partie de vie en ligne, qui qu'on le veuille ou non, est là et qui influence d'une manière qu'on ne comprend pas forcément encore très bien tous les produits qu'on va consommer maintenant et dans le futur. Donc plus précisément, comment ça se répercute sur la beauté, cette délimitation des frontières entre physique et digital. Alors déjà, on a les expériences. Maintenant, les points de contact, ils sont quasiment infinis. On peut voir un produit, une marque de beauté en particulier, sur un site internet. On peut la voir sur les réseaux sociaux, mais aussi on peut la voir dans une série télé. On peut la voir dans des centaines de points différents, alors qu'avant, voilà, on voyait une publicité dans un magazine, une publicité à la télé et c'était fait. Et en fait, ce côté multiplication des points de contact, ça permet vraiment aux consommateurs d'avoir une affinité différente avec les produits, de les voir de manière plus personnelle et surtout d'avoir une attente aussi plus grande lorsqu'ils vont en point de vente et qu'ils vont vraiment dans le physique pour trouver ces produits. Et c'est pour ça que je parle d'expérience seamless. C'est que d'avoir en fait cette facilité à trouver des produits en ligne, la facilité à les comprendre, facilité à les appréhender, ben, on le recherche aussi même dans le physique. Donc quand on va dans un magasin, on veut pouvoir trouver un produit facilement, on veut pouvoir le tester facilement, peut-être avec des miroirs qui vont faire de la réalité augmentée. On veut pouvoir payer facilement, pas faire la queue pendant 45 minutes. Et tout ça, ça impacte vraiment le retail notamment en ce qui concerne la beauté. Le deuxième point, c'est tout ce qui est filtre qu'on voit en ligne et qui peu à peu impacte le physique. Donc, je vous ai mis une photo du défilé Margiela qui a été fait par la make-up artiste Pat McGrath. En fait, elle s'est inspirée d'une tendance, on va dire, d'un buzz qui s'appelle le glass skin en ligne pour en recréer un make-up pour un défilé. Donc, il y a peu de chances que ça devienne quelque chose de très populaire et qu'on voit des gens se promener dans la rue comme ça. Mais ça montre qu'en fait, ce qu'on voit sur nos écrans, ça a un impact quand même sur la manière dont on peut imaginer les produits, sur un impact sur la manière dont on peut imaginer les looks qu'on pourra avoir. Et au final, il y a beaucoup de choses qui sont nées en ligne, qui nous ont paru bizarres au début et qui au final sont peu à peu arrivées dans le monde physique. Je pense notamment aux patchs d'acné qui sont en forme d'étoile ou en forme de smiley. Au début, c'était des filtres où on avait voilà, où on se collait des choses sur le visage, mais en ligne seulement et seulement sur Snapchat. Et puis après, je pense qu'à force de se voir en ligne, le fait d'avoir un patch comme ça sur le visage dans la vraie vie, bah, ça semblait un petit peu moins incongru. Et c'était aussi un moyen pour les jeunes voilà, de s'exprimer aussi de cette manière-là. Et enfin, le digital impacte la beauté d'une manière un peu plus virtuelle aussi. Donc en fait, c'est un petit peu comme je le disais, à force de se voir en ligne, euh, on, on change un petit peu l'idée qu'on peut se faire des standards de beauté.
Donc, on se voit en ligne quand on fait des conférences Zoom, quand on fait des selfies, quand on est en FaceTime. Maintenant, on a même en fait des programmes, comme je vous ai mis la photo là, qui font en fait des portraits grâce à l'intelligence artificielle. On n'a même plus besoin de poser. Vous mettez 10 selfies de vous et vous pouvez avoir une centaine de photos avec un make-up différent, une posture différente, une attitude différente. Donc, au final, tout ça, ça va impacter d'une manière ou d'une autre les standards de beauté qu'on peut avoir. Ça va impacter en fait la représentation qu'on a de la beauté en général. Et pour l'instant, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais ça aura forcément un impact dans les années à venir. Donc, passons maintenant aux exemples. Alors, le premier, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque américaine qui s'appelle Kiki. Ils font de la co-création. C'est vraiment axé Gen Z et c'est vraiment fait pour la Gen Z. Alors, déjà, c'est de la co-création, donc ça veut dire que les consommateurs choisissent quels produits doivent être développés. Et les premiers produits qui ont été développés, c'est des produits pour les ongles, notamment un stylo qui permet de mettre du vernis à ongles et c'est un vernis à ongles qui se retire en pellicule en fait. Donc, il n'y a même plus besoin d'avoir de dissolvant. Donc, alors moi, on m'a toujours dit, il ne faut pas enlever le vernis à ongles comme ça parce que ça abîme les ongles, mais apparemment, c'est formulé spécialement pour ne pas abîmer les ongles. Donc bon, ça, c'est OK, c'est sympa, c'est un peu innovant. Mais la chose la plus innovante, c'est qu'en fait, chaque produit, dans le capuchon de chaque produit, il y a une puce NFC, donc c'est de la radiofréquence. Et en fait, en tapant le capuchon de son stylo, donc c'est un stylo vernis à ongles, sur son téléphone, ça va automatiquement non seulement mettre une vidéo de comment appliquer le vernis à ongles, mais ça va aussi donner des points à la personne qui l'utilise. Et avec l'accumulation des points, elle pourra avoir différentes perks. Elle pourra peut-être avoir des réductions sur ses prochains achats. Et le truc malin, c'est que chaque jour, en fait, on peut gagner des points supplémentaires. Donc, chaque jour, bien sûr, on va prendre au moins son stylo nail polish et on va l'utiliser avec son portable. Ils ont un deuxième produit qui est sympa, donc toujours pour les ongles, mais cette fois, c'est des capsules, donc des faux ongles qui se collent. Et là aussi, pareil, en fait, ils ont mis dans deux des faux ongles, donc dans les pouces, ils ont mis des puces NFC qu'on peut soi-même personnaliser. Donc, par exemple, si je veux vous donner mon compte LinkedIn, bah, je vais personnaliser ma puce et j'aurai juste à taper sur votre téléphone pour que vous ayez la page de mon compte LinkedIn qui s'affiche sur votre téléphone. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une manière de faire disparaître un petit peu les frontières entre physique et digital. Le deuxième exemple dont j'ai voulu vous parler, c'est quelque chose qui est en cours de développement. Ça sera lancé en 2026. Je ne sais pas si vous connaissez la société d'art immersif Miao, Miao. C'est américain, donc c'est Miao Wolf. Miao Wolf. Et donc, en fait, ils ont l'habitude de faire des événements qui sont plus artistiques, avec toujours de l'intelligence artificielle, avec beaucoup de projections. C'est un petit peu comme l'atelier des artistes qu'on a à Paris. Et ils le font vraiment de manière assez grande. Ils font des expos, ils font même des parcs d'attractions basés sur ce concept-là. Et leur prochaine idée, c'est de faire un spa immersif. Donc, en fait, c'est un spa dans lequel il y aura un mélange de soins avec voilà, des jacuzzis, des endroits où on pourra se baigner, combiné avec des expériences visuelles. Il y aura également, encore une fois, l'usage de l'intelligence artificielle où quand on arrivera en fait dans le spa, on dira un petit peu comment on se sent et l'intelligence artificielle nous dirigera dans différentes salles selon nos besoins. Et grâce à ça, en fait, les organisateurs veulent vraiment aider les personnes qui utilisent leur spa à atteindre ce qu'ils disent un niveau d'euphorie, un niveau de joie inégalé. À voir. Le troisième produit
réduit le pont entre physique et digital. C'est une marque japonaise qui a présenté son produit au CES en 2023. Et en fait, c'est un appareil qui permet de combiner software et hardware pour diffuser des parfums. Donc, en fait, on a des cartouches, on plug l'appareil à son ordinateur et on peut, grâce à ça, faire sentir soit un utilisateur de l'autre côté de la planète une odeur en particulier. Les cartouches vont créer un parfum en particulier. C'est utilisé, pour l'instant, c'est au stade encore du développement, donc ce n'est pas encore très utilisé. C'est utilisé uniquement pour l'instant pour des événements de réalité virtuelle, donc où il y a un mélange de sons et d'images, et donc visuels. Et en fait, c'est ça aussi la difficulté pour les marques, c'est d'essayer de rapporter de la sensorialité à ce monde digital qui est finalement assez froid. Et c'est ce à quoi s'emploient certaines sociétés. Et le dernier exemple dans cette macro-tendance, vous l'avez peut-être déjà entendu, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est SkinGPT, pardon, donc inspiré de ChatGPT. Donc c'est une société qui utilise pareil l'intelligence artificielle et qui va faire des diagnostics de peau. Alors ça, on connaît déjà. On a l'habitude un petit peu maintenant de prendre un selfie et qu'on ait après un diagnostic de peau en nous disant vous avez des rougeurs ici et vous devriez utiliser tel ou tel produit. Là, la particularité, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle va nous montrer une photo avant-après de si on utilise le produit ou pas. Donc, ça permet vraiment déjà de voir si le produit va vraiment avoir un impact sur notre peau. Ça permet aussi de voir quel état aura notre peau si jamais on n'utilise pas de produits spécifiques, par exemple pour le soleil. Ça peut nous montrer voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, si on n'utilise pas de SPF, quel type de problème de peau on pourra avoir. Les pistes à suivre, donc explorer la co-création avec les consommateurs. Donc, on l'a vu, la co-création, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ce qu'on n'a pas encore vu, mais qui pourrait être intéressant, c'est vraiment d'impliquer le consommateur, mais jusqu'au bout, en lui donnant peut-être des parts de l'entreprise de manière limitée, certes, mais pour vraiment faire en sorte qu'il soit impliqué dans la réussite de l'entreprise et dans le développement de l'entreprise à long terme. La deuxième idée, c'est de créer, donc, comme on l'a vu, des expériences immersives et là, de se détacher un peu du produit, de vraiment essayer d'accompagner le consommateur dans des mondes et un imaginaire qui va au-delà du produit pour vraiment créer des expériences qui vont le transporter et qui l'associera ensuite de lui-même à la marque ou au produit in fine. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience client, comme on l'a vu, ça peut se faire à travers soit des applications, soit à travers des quiz qu'on connaît maintenant. Il y a pas mal de sociétés qui font ça, d'utiliser des quiz pour recommander des produits ou recommander des routines. Et ça, c'est quelque chose qui est encore vraiment assez basique, on va dire, parce que la routine, au final, on peut soi-même savoir si on a besoin d'un produit pour peau sèche ou pas. Mais sur le long terme, avec tous les ajouts de l'intelligence artificielle, on pourra avoir des questionnaires et des recommandations qui seront beaucoup plus poussées. Et enfin, l'intégration en fait, de la technologie aux réalités augmentées, ça peut aussi pousser à se demander c'est pas possible pour tous les produits en beauté, notamment en soins de la peau, mais pour le make-up, par exemple, est-ce que décliner des produits en digital, c'est faisable? Il y a quelques marques qui ont testé l'expérience sur certaines plateformes. Il y a aussi des marques qui ont lancé des concepts assez intéressants de produits qui sont disponibles à la fois en ligne, notamment, je pense à des filtres qui sont disponibles en ligne et en physique. Donc, il y a pas mal de choses pareilles qui vont être possibles dans les années à venir. Donc, c'est intéressant de commencer déjà à y réfléchir.
La troisième grande tendance ou grand mouvement que je voulais explorer ce soir, c'était un petit peu la fin de l'hégémonie occidentale au profit de la multiculturalité. Avec les changements climatiques, avec l'instabilité politique, les migrations de population, elles vont s'intensifier dans les années à venir et ça va créer beaucoup de mixité, beaucoup de mélange de cultures et on va être dans un monde où en fait les cultures ne seront plus forcément celles auxquelles on a l'habitude d'avoir affaire aujourd'hui. Et c'est un fait qui est avéré et qu'il va falloir prendre en compte dans la société et dans la beauté aussi, mais plus généralement dans la société. La multiculturalité, c'est aussi un choix de certains pays, de certaines zones géographiques. Vous connaissez sûrement le Hallyu, qui est la vague coréenne, en fait, et c'est vraiment l'intention de la Corée du Sud d'étendre son influence sur le reste du monde, et ils l'ont fait avec la musique, avec le cinéma, avec l'art et avec la beauté. Et cet exemple, il est pas mal utilisé par d'autres zones du monde, notamment l'Arabie Saoudite, avec leur vision 2030, où pareil, en fait, ils essaient de moderniser le pays dans l'optique d'influencer le reste du monde à un moment donné et de promouvoir en fait leur culture au reste du monde et de permettre l'ouverture de leur culture. Et politiquement aussi, on assiste à une remise en question du capitalisme, à la montée du populisme. Et en fait, tous ces mouvements, ils donnent de plus en plus de voix à ce qu'on appelle le Sud global. Et avoir plus de voix, avoir plus de possibilités de prendre des décisions pour le reste du monde, ça va aussi forcément influencer la multiculturalité telle qu'on peut la connaître aujourd'hui. Donc, plus précisément, dans la beauté, comment ça se retrouve? Alors, la représentation accrue de l'Asie, c'est quelque chose qui est indéniable maintenant, surtout dans le secteur de la beauté. Donc, ça se retrouve aussi bien en termes de commerce. Hein. L'Asie, c'est une des zones les plus dynamiques pour la beauté, autant en termes d'échanges intra-régionaux que en termes d'influence. On a beaucoup de marques maintenant qui sont issues notamment de la Corée, certes, mais maintenant un peu plus de la Chine ou même de l'Asie du Sud-Est. Et c'est des pays qui sont vraiment en train de développer leur propre beauté, on va dire, leur propre standard de beauté et qui sont en train d'influer le reste du monde. Ils ont déjà influencé pas mal de développement de produits. On a les sheet masks qui viennent de Corée, on a les bébés cream, on a les ingrédients aussi, le Centella asiatica, le Sika, c'est un ingrédient qui à la base vient du hanbang, qui est la médecine traditionnelle coréenne. Donc, toute cette influence, elle est de plus en plus présente et elle va faire que s'intensifier dans les années à venir. Ce multiculturalisme, il se retrouve aussi dans un intérêt accru pour tout ce qui est médecine traditionnelle, retour aux sources. On a beaucoup de marques qui utilisent l'Ayurveda, qui utilisent la médecine traditionnelle chinoise, qui vraiment essaient de retrouver des ingrédients qui étaient utilisés par leur grand-mère ou enfin par les grands-mères ou par les générations précédentes et qui les remettent au goût du jour parce qu'il y a vraiment cet intérêt accru pour les ingrédients locaux et pour les médecines traditionnelles. Et ce multiculturalisme, il se retrouve dans une inclusion que j'ai appelée 2.0 parce que maintenant, en fait, c'est plus seulement nécessaire d'avoir besoin de parler à différents consommateurs, c'est indispensable. On a besoin de parler de différentes couleurs de peau, de différentes textures de cheveux. Et c'est des consommateurs qui non seulement ont un besoin énorme de représentation, mais aussi ont un besoin énorme de produits qui leur sont dédiés vraiment spécifiquement. Et ça se retrouve assez clairement dans les exemples que je vous ai donnés. Alors, le premier, c'est Enudium, c'est une marque d'Afrique du Sud
qui s'est spécialisée dans l'ethnobotanique. Donc, c'est-à-dire qu'elle va aller rencontrer des tribus indigènes et elle va leur demander quels sont les ingrédients qu'ils utilisent pour leur peau depuis des décennies. Et elle va utiliser ces ingrédients dans des produits qu'elle va commercialiser. J'ai noté notamment le beurre de Maori ou le kigela, qui sont des ingrédients qui sont vraiment locaux à l'Afrique du Sud. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont pas que interviewer ces tribus, ils contribuent aussi à leur développement, donc ils les font travailler. Ils reversent une partie de leurs bénéfices à ces personnes-là. Donc il y a vraiment aussi un cercle vertueux qui se met en place avec ce type de société. Ensuite, on a My Havana, donc c'est une société américaine qui propose du testing pour les cheveux texturés. Donc il y a deux systèmes différents, donc soit avec une photo, intelligence artificielle encore une fois, qui va définir quel type de cheveux on a et qui va recommander des produits derrière. Ou de manière un peu plus tech, on peut envoyer une mèche de cheveux et là, on va avoir une analyse vraiment très détaillée qui va nous donner des recommandations encore plus poussées. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est vraiment peu développé en fait dans le domaine du cheveu. Et je trouve notamment personnellement que c'est assez difficile des fois de connaître vraiment sa texture de cheveux parce qu'entre raide et extrêmement frisé, il y a 50 Shades of Grey et des fois on ne sait vraiment pas et ça change aussi énormément. Donc c'est intéressant d'avoir ce type de produit. Quand on parle de médecine traditionnelle, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de médecine traditionnelle chinoise, par exemple. Là, c'est le cas de Mui Hoot. Donc, c'est une marque anglaise, mais la particularité, c'est que ça a été développé par une anglaise, mais d'origine chinoise. Et je voulais parler de cette marque parce qu'en fait, on voit beaucoup de personnes de la diaspora lancer des marques, donc que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Il y a une vraie prise de pouvoir, je trouve, des gens de la diaspora pour avoir plus de représentation de gens qui leur ressemblent. Et ils s'inspirent notamment de leur background, de leur histoire et de celle de leurs parents. Et c'est assez intéressant. Et enfin, le dernier exemple dans cet esprit de plus de multiculturalité, c'est aussi le retour des First Nations. Donc, First Nations, en fait, c'est toutes ces tribus indigènes qui, pareil, ont plus de reconnaissance. Cette marque qui s'appelle Thirsty Turtle, c'est une marque australienne, mais qui fait uniquement appel à des producteurs indigènes et qui fait aussi uniquement appel à des ingrédients qui sont sourcés par des communautés indigènes. Donc, ils utilisent la tomate du désert australienne, que je ne connaissais pas, le cyprès australien, des algues du Pacifique. Donc, tout est vraiment fait de manière à ce que le local soit mis en avant. Et pareil, ils veulent absolument contribuer au développement économique du secteur. Et ils parlent notamment de leurs producteurs sur leur site internet en les mettant en avant. Donc, les pistes à suivre sur ce point-là de la multiculturalité, c'est d'essayer de rester au fait de tout ce qui est tendance et innovation en hors Occident. Donc, être curieux, ne pas hésiter à regarder un petit peu des sites qui sont hors Europe, hors États-Unis, d'essayer de découvrir un petit peu des marques qui sont basées ailleurs. C'est aussi d'explorer les ingrédients et les pratiques traditionnelles. Donc, j'ai parlé de celles qui sont plus connues, l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise. On parle assez peu, mais c'est en développement du Gamus, c'est la médecine traditionnelle indonésienne. Et dans les pays à majorité musulmane, on parle beaucoup de la médecine prophétique qui utilise des ingrédients comme l'huile de nigel, l'huile d'argan. Donc, il y a vraiment toutes ces médecines-là qui sont encore pas vraiment utilisées, mais qui ont vraiment un potentiel pour le futur. Le soutien des communautés locales avec des initiatives de responsabilité sociale, ça c'est ce que j'ai dit précédemment. Ne pas seulement en fait décider d'utiliser des produits locaux, mais vraiment aider la communauté, ne pas hésiter à les faire participer, à les promouvoir et à avoir un cercle vertueux en fait de l'économie.
Et enfin, adopter une approche plus globale dans le développement de produits. Et là, je voulais parler de quelque chose d'un peu spécifique. Je voulais parler des tests produits. Alors, pour l'instant, la plupart des tests produits, notamment en skincare, ils sont faits sur des phototypes qui vont de 1 à 3. Sauf que la plupart des consommateurs, presque plus de 50% des consommateurs, ont un phototype de 4 et plus. Ce qui fait que la majorité des produits que la consommatrice va utiliser n'a pas été testé sur son type de peau. Et c'est quelque chose qui est apparemment très difficile à faire, mais il y a beaucoup de spécialistes qui se penchent sur le sujet. Et c'est quelque chose qui devrait être pris en compte par les sociétés dans le domaine de la beauté dans les années à venir. On va terminer avec la dernière tendance qui est un peu l'incontournable, le climat. Donc, le climat, ça va de soi, malheureusement, qu'on va avoir des changements climatiques extrêmes, des températures de plus en plus euh, extrêmes à certains endroits, avec des catastrophes climatiques possiblement, ce qui va provoquer des pénuries peut-être de ressources, des problèmes d'approvisionnement en matières premières. Et tout ça, c'est des choses qui vont avoir un impact aussi sur le côté politique et le côté légal. C'est pour ça qu'on a déjà beaucoup d'initiatives qui sont mises en place avec le RSE, avec les taxes carbone, avec le friendshoring, par exemple. Le friendshoring, c'est encourager les pays à faire du commerce avec d'autres pays qui sont eux aussi dans la même optique de protection de l'environnement. Et tout ça, ça va avoir un impact sur l'ensemble de la société et notamment au niveau social sur le consommateur en lui-même. On le voit déjà avec le greenwashing. En fait, de plus en plus de consommateurs n'hésitent pas à dénoncer les entreprises qui font du greenwashing allègrement. Et il y a beaucoup d'éco-anxiété aussi qui est présente et qui doit être adressée à un moment donné par les entreprises, notamment au sein de la génération plus jeune. Donc, le changement climatique, comment ça impacte concrètement l'industrie de la beauté? Alors, bien évidemment, c'est la première chose, ça va être au niveau des ingrédients et des packaging. L'industrie de la beauté, c'est une des industries les plus polluantes. Donc, c'est le devoir des marques d'essayer de limiter au maximum leur impact. C'est pour ça qu'il y a vraiment une recherche de plus de durabilité, de plus de circularité dans les produits qui sont proposés. Il y a vraiment aussi cette envie d'endiguer au maximum les conséquences néfastes que peuvent avoir la production de cosmétiques. Le deuxième élément, comme je le disais, en fait, c'est la recherche du bien-être avant tout dans une société où le stress, notamment lié au changement climatique, est énorme. La demande pour le bien-être mental, elle n'a jamais été aussi forte. Et ça incombe un peu aussi à l'industrie de la beauté de s'en occuper. Il y a beaucoup d'initiatives aussi qui sont faites dans ce sens-là. Et c'est aussi pour ça qu'on voit le wellness prendre une part si grande en fait de l'attention des consommateurs. Et c'est pour ça qu'on voit aussi les frontières entre bien-être, beauté se dissiper de plus en plus. Et le troisième point, c'est que ces changements climatiques ils vont aussi forcément avoir un impact beaucoup plus concret sur nous et sur les produits. Donc, sur nous, on va avoir besoin peut-être de changer nos habitudes de consommation. On va peut-être avoir besoin de nouveaux formats de produits. Sur les produits en eux-mêmes, il y aura besoin de nouvelles formulations. Si les températures sont extrêmes, si on a beaucoup plus de pollution, il va falloir que les produits s'adaptent à un moment donné. Et il y a déjà des marques qui sont sur le créneau. Donc, je vous parlais à l'instant de nouveaux formats. Les nouveaux formats, il y en a de multiples. On a connu pendant récemment les sticks. Donc, sticks pour le visage, les sticks pour à peu près toutes les utilisations de skincare. Là, le premier exemple que je vous ai mis, c'est un nouveau format qui est un peu plus fun. Donc, c'est une marque américaine qui s'appelle Barrière. Et en fait, ce sont des compléments alimentaires en stickers.
J'en ai parlé avec Karine qui m'a dit que ça lui faisait penser à des nicotine patch. Mais c'est vrai que c'est vraiment à destination voilà, de la jeune génération. Et ça va dans cette idée que on a besoin peut-être voilà, d'avoir des formats qui sont plus faciles à utiliser. Si on n'a pas d'eau pour avaler sa capsule, on n'a pas besoin d'eau, on peut coller son patch vitamine. Et la particularité de cette marque, c'est qu'elle fait des vitamines qui sont vraiment pour beaucoup de domaines différents, donc aussi bien pour booster l'immunité que pour la peau, que pour le bien-être mental. Elle utilise notamment des plantes adaptogènes. Et puis c'est assez sympa voilà, d'avoir un patch comme ça. Après avoir eu des gummies et des chocolats vitaminés, on a les patchs. Celle-ci, la deuxième, c'est la seule, je pense, une des seules marques françaises dont je vais parler ce soir. C'est une marque toute jeune qui s'appelle Air Arboré. Et la particularité, c'est alors d'une part, elle se focus sur les cheveux texturés, mais en plus, les produits qu'elle développe, c'est des produits qui sont géolocalisés. Donc, elle a sorti pour l'instant une seule gamme de produits qui est pour la zone tempérée. Elle prévoit de sortir ensuite des produits pour les zones désertiques, pour les zones océaniques. Il y a d'autres marques qui font ça, mais plutôt en skincare. Pour les cheveux, c'est la première que je vois faire ça. Donc, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, en fait, selon l'endroit où on va se trouver, on va avoir des besoins différents. Ce qui est sympa aussi dans sa marque, c'est qu'elle a créé un stick pour les cheveux. Donc, c'est un soin qu'on applique en stick aux racines et qui est encore une fois très pratique parce qu'il n'y a pas besoin d'eau pour l'activer. On peut le mettre et l'utiliser comme un soin facilement. Le changement climatique, comme je le disais, c'est aussi beaucoup de stress, beaucoup d'éco-anxiété. Donc, on a besoin de se relaxer. Et il y a pas mal de nouvelles thérapies qui font surface. La thérapie, notamment les thérapies énergétiques, c'est de plus en plus en train, pareil, de se mêler au bien-être, à la beauté. Enfin, toutes ces frontières, elles sont en train de se flouter. Là, l'exemple que je vous ai mis, ça s'appelle Dream Machine. Donc, la photo en haut, c'est un workshop qui a eu lieu en Angleterre à différents endroits. Et ils utilisent une machine qui s'appelle la Dream Machine. Et en fait, c'est des effets lumineux thromboscopiques qui font que donc on ferme les yeux, la machine se met en marche et on voit plein de couleurs, plein de formes. Apparemment, c'est un effet incroyablement euphorique et délassant. Ça a eu un succès fou. À tel point qu'il y a une société française qui s'appelle Dream Machine, pas très original, mais bon, qui a sorti un produit qu'on peut acheter pour l'avoir chez soi, pour reproduire l'expérience soi-même. Ça coûte quand même 540 €. Moi, j'ai trouvé une application que vous pouvez télécharger gratuitement qui s'appelle Luminate, qui fait exactement la même chose. Et honnêtement, je vous le conseille, c'est incroyable. J'étais un peu dubitative, mais pour l'avoir testé, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, il y a vraiment ce besoin de bien-être mental, de bien-être thérapeutique, mais qu'on peut faire soi-même. Et enfin, le dernier élément qui concerne le changement climatique, c'est les ressources. Et les ressources qui vont s'amenuiser, on peut parer à cela en utilisant la biotechnologie. Et c'est ce qu'a fait cette société anglaise qui s'appelle Future Society, qui est une marque de parfum. En fait, ils ont contacté des chercheurs à Harvard, à l'université d'Harvard, qui ont utilisé en fait l'herbarium de l'université d'Harvard qui contenait des plantes, des fleurs qui étaient éteintes. Ils ont pris l'ADN de ces plantes qu'ils ont recréé en laboratoire. Et grâce à ça, en fait, ils ont recréé des parfums qui avaient disparu à base de ces plantes, de cet ADN de plantes éteintes. Ils ont aussi sorti un produit qui est dont on parle un petit peu en ce moment, c'est le primer de parfum. Donc, c'est un produit qu'on met avant son parfum
pour décupler les notes de tête, pour que les notes de tête elles durent beaucoup plus longtemps, et pour aussi faire que son parfum en lui-même dure plus longtemps. Et ça va aussi dans cette idée de préserver les ressources et de ne pas trop gâcher en fait un produit si on peut l'économiser. Les dernières recommandations, donc, c'est prioriser la durabilité dans le sourcing des ingrédients. On le voit beaucoup avec les nouveaux systèmes d'agriculture. Je pense notamment à l'agriculture verticale, à l'agriculture biodynamique, qui sont beaucoup utilisées pour créer des plantes et de la botanique, notamment, qui peuvent être utilisées en cosmétique. C'est innover avec des formules et des produits qui sont intelligents, donc qui sont climate proof. Donc, comme je vous le disais, il y a des choses qui se font en skincare. Il y a des marques aussi qui le font en make-up. Il y a une marque qui est une marque d'Arabie Saoudite qui s'appelle Asteri, qui, elle, fait des rouges à lèvres qui sont spécialement développés pour résister à la chaleur et à l'humidité d'Arabie Saoudite. Enfin, il faut engager et éduquer les consommateurs dans des pratiques durables. Il y a beaucoup de shaming quand il s'agit d'écologie, notamment en direction des consommateurs. Mais de prendre le parti d'éduquer, ça peut être quelque chose qui est vu de manière beaucoup plus positive. Il y a des entreprises, par exemple, qui proposent de retourner les pots vides à leur charge et en échange de donner une réduction pour le prochain achat aux consommateurs. Et ça permet voilà, d'engager un petit peu tout le monde dans cet élément. Et enfin, créer des produits qui vont favoriser le bien-être physique et mental. Je pense notamment à la neurocosmétique ou à la psychodermatologie, qui sont aussi des tendances très fortes qu'on voit en ce moment. Donc, je voulais terminer très brièvement en vous parlant d'une discipline que j'affectionne particulièrement, qui est la prospective ou le futurisme en anglais. Ça diffère de l'étude des tendances parce que la prospective, c'est vraiment une vision à plus long terme. En général, on réfléchit à plus de 10 ans. Et l'intérêt en fait de la prospective, c'est vraiment de se détacher déjà des résultats immédiats de chiffre d'affaires, de stratégie à court terme. On ne se demande pas comment vendre un produit dans les 3 ou 5 ans. Ça permet aussi de remettre l'humain au cœur justement de la stratégie et de se demander qu'est-ce qu'on peut créer comme produit pour que le consommateur ou la société en général ait un avenir meilleur. Et en fait, ça permet vraiment au final d'avoir un futur qui est plus souhaitable et plus durable. Et il y a beaucoup de méthodologies différentes et d'activités différentes pour faire de la prospective. Et je voulais vous en donner 3 qui sont assez simples à appréhender. La première, c'est les signaux faibles. Donc là, c'est vraiment d'être curieux en fait et d'essayer de remarquer tout ce qui peut être comportement subtil, changement subtil dans la consommation, dans les comportements, pardon. C'est vraiment des tendances émergentes. C'est même pas des tendances parce qu'en général, c'est un article qu'on voit dans un magazine, c'est une personne qu'on voit faire quelque chose, un geste qu'on n'a jamais vu avant. Par exemple, il y a quelques années, il y avait beaucoup de transhumanistes qui s'implantaient des puces sous la peau pour pouvoir ouvrir des portes ou utiliser leur télécommande. Ça, c'était un signal faible. Maintenant, c'est quelque chose qui est développé par des laboratoires scientifiques qui créent ils appellent ça des e-skins, donc des peaux électroniques qu'on pourra, pareil, utiliser de la même manière. Et ça part voilà, de ce signal faible qui était à la base vraiment en frange. Le deuxième outil qu'on utilise souvent en prospective, c'est le design fiction. Et là, c'est de créer des produits qui n'existent pas pour des besoins qui ne sont pas encore là. Il y a beaucoup de studios qui proposent des éléments intéressants. Il y a le studio Impromptu en France qui fait ça et sur leur site, sur leur page Instagram, ils donnent plein d'exemples de produits qui sont assez sympas à voir. Et enfin, il y a la scénarisation. Donc là, c'est vraiment imaginer des hypothèses qui vont du meilleur cas, de best case scenario, jusqu'à la catastrophe. Et pas juste imaginer pour le plaisir d'imaginer,
mais imaginer et vraiment se demander si ce scénario arrive, de quelle manière je vais réagir, comment je vais faire en sorte que mon entreprise ou mon projet ou moi-même en tant que personne, je vais réussir à me sortir de cette situation. Pour vous donner un court exemple, en fait, il y a 15 ans, il y a une futuriste américaine qui a fait un scénario avec une cinquantaine de personnes et elle leur a demandé, imaginez-vous si un jour il y a une pandémie et que vous êtes bloqué chez vous pendant une période indéfinie, qu'est-ce que vous feriez? Donc, le scénario a eu lieu sur plusieurs semaines et ils ont vraiment été obligés de se mettre dans l'état d'esprit et d'imaginer comment ils pourraient réagir. Bon, vous savez tout ce qui s'est passé. Elle les a réinterviewés après la pandémie du Covid. Et en fait, la plupart ont dit que grâce au scénario qu'ils avaient imaginé, ils avaient vécu la chose de manière beaucoup plus positive et beaucoup plus apaisée que les gens autour d'eux qui n'avaient pas fait ce scénario. Et enfin, pour moi, en fait, tous ces outils-là et la prospective en général, c'est juste une autre manière de muscler son muscle de la créativité. Et pour moi, la créativité, c'est vraiment la compétence essentielle qu'on doit tous avoir, que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle. Je vous remercie. Alors, je vous propose qu'on passe à une session de questions-réponses. Alors, il y avait beaucoup d'infos. Je ne sais pas si vous avez déjà digéré. Moi, j'ai peut-être envie de démarrer, Monia, parce qu'on est beaucoup dans la salle à venir plus spécifiquement aussi du parfum ou d'être transverse, en tout cas, entre les parfums et les cosmétiques. Tu as abordé quelques sujets, effectivement, parfum. Est-ce que pour toi, dans les grandes tendances qu'on a vues là, alors on sait qu'en parfum, la niche est en train de faire évoluer pas mal, de faire bouger les lignes, comme les indies peut-être l'ont fait en skincare. Est-ce que tu peux juste nous donner un petit feedback peut-être sur le monde plus précisément du parfum? Alors, dans le parfum, il y a deux éléments dont je n'ai pas parlé. Le premier élément, c'est déjà la naturalité. On parle beaucoup de clean dans le parfum maintenant, que ce soit avec des ingrédients qui sont beaucoup moins allergènes, avec des formulations qui utilisent soit pas d'alcool, soit très peu d'alcool. Et il y a vraiment cette demande qui est plus poussée par rapport à ça. Et le deuxième point, c'est en lien avec ce que je disais également tout à l'heure, la multiculturalité, c'est la montée des indie brands, mais qui viennent d'Asie, notamment de Chine. Il y a énormément de nouvelles marques en fait, de parfums qui viennent de Chine, qui sont très innovantes parce qu'elles utilisent des odeurs dont nous, on n'a pas forcément l'habitude, qui sont encore une fois issues de leur histoire, de leur tradition. Et ces indie brands-là, en fait, elles sont très populaires au sein non seulement de leur propre pays, mais aussi en dehors. On voit de plus en plus de marques chinoises qui commencent à étendre leur marché, pour l'instant sur la région asiatique, mais je pense dans un deuxième temps ailleurs. Et c'est des industries, enfin des sociétés plutôt qui sont vraiment très dynamiques. Et c'est vraiment un lieu, je pense, pour le parfum qu'il faut absolument garder en tête. Euh, Sur les parfums aussi, ce qu'on voit, c'est des parfums boosters d'émotions, et notamment avec l'aide des neurosciences. Il y a une marque qui vient de se lancer, que tu connais peut-être, à moi, qui a été lancée par quelqu'un qui a travaillé avec nous. Et on voit de plus en plus, je crois que Sisley a aussi lancé une nouvelle marque qui s'appelle Noré, exactement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui bouge dans le parfum. Merci. Oui, oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai que l'émotionnel, c'est quelque chose. On parle de parfum fonctionnel aussi. Donc voilà, des parfums qui vont avoir un effet sur le bien-être. Et c'est quelque chose qui est aussi en train de boomer, effectivement. Alors, je pense que ouais, alors je pense que ça peut être pérenne seulement si le consommateur
voient une différence avec un parfum qui n'est pas booster d'émotion. C'est-à-dire que si on arrive vraiment à trouver des formulations qui vont faire que la personne va ressentir les bienfaits, soit positifs, soit au niveau de son mental, soit au niveau de ses endorphines, par exemple, oui, je pense qu'il peut y avoir vraiment une pérennisation. Par contre, il y a beaucoup aussi de marques qui collent juste le nom de booster d'émotion. Ils créent un nouveau parfum, ils appellent ça mood boosting. Je pense que là, en l'occurrence, ça peut avoir un effet de mode, mais ça ne va pas forcément rester sur le long terme. Faut des preuves, exactement, faut des preuves. Et il faut aussi, exactement, d'où l'intérêt des neurosciences, de la neurocosmétique. Et c'est en ça, oui, que ça va devenir pérenne. On évoquait d'ailleurs ensemble le cas un peu malheureux de Guerlain avec sa crème un peu vibratoire. Et effectivement, il faut de la science derrière et c'est pas toujours évident, je pense. Mais ça arrivera, ça arrivera. Je vais peut-être faire circuler. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. 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 Complètement. Oui, c'est ça. Exactement. Alors oui, ingrédients locaux parce que déjà, en fait, on n'a pas du tout la même approche au parfum. Et alors, il faut savoir, vous savez probablement pour ceux qui travaillent dans le parfum, mais en Asie, le parfum, c'est quelque chose qui est très récent. Quand j'habitais au Japon il y a plus de 15 ans, on ne pouvait pas acheter de parfum. Où on pouvait en acheter, mais on ne pouvait pas les tester avant parce qu'en fait, il y avait tellement peu de ventes qu'ils ne voulaient pas ouvrir une bouteille juste pour faire sentir le parfum. Et voilà, c'est plus pour le cadeau, exactement. Donc, en fait, cette culture du parfum, elle est arrivée assez tardivement. Et du coup, elle est assez liée voilà, à leur tradition, à leur. Je sais qu'au Japon, notamment, l'osmanthus, qui est une plante locale, c'est très populaire pour les parfums parce que justement, c'est quelque chose qu'ils connaissent et qui est déjà dans leur culture. Bonjour, merci. Bonjour. On a entendu beaucoup parler aussi des Sephora Kids. Pour vous, buzz ou macro tendance? Alors pour moi, c'est le Sephora Kids, c'est un buzz, mais ça fait quand même partie de cet esprit de disparition des catégories à proprement parler. Les Sephora Kids, en fait, elles veulent avoir des produits qui leur parlent de manière différente de ce à quoi on les a habitués. Je pense qu'en fait, toutes les marques spécialisées pour les teens, elles sont plus vraiment attractives pour ces adolescentes de maintenant. Je pense qu'elles ont été tellement exposées à des produits de beauté, elles ont été tellement exposées à des tendances d'adultes que quand on leur propose des produits, par exemple, qui sont très infantilisants, elles ne se retrouvent pas du tout dedans. Et c'est pour ça qu'elles se tournent en fait vers des marques qui sont à la base pas pour elles. Mais il y a des marques, des nouvelles marques de teens, comme Bubble par exemple, ou Evergreen aussi, qui est vraiment plus pour la Gen A, qui, elle, vraiment a compris en fait ce shift et qui va créer des produits qui sont beaucoup plus en lien avec leurs attentes. Donc plutôt buzz, mais il y a quand même du travail à faire pour les marques qui veulent s'adresser à ces consommateurs. Alors la dernière, c'est Evergreen. Oui. J'en profite, vous avez beaucoup parlé de bien-être et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque. Moi, je pense plutôt au côté retail et enseigne. On a vu les Galeries Lafayette Haussmann qui ont créé tout leur sous-sol, vraiment axé sur le bien-être en mélangeant les catégories, le sport, la beauté, le médical. Et est-ce que vous voyez d'autres tendances, notamment en retail, mais d'autres types de projets qui continueraient dans ce sens-là, avec cette grande notion de bien-être au global? Alors, ouais, dans le bien-être, dans le retail, pardon, il y a deux écoles, on va dire. Il y a ce côté bien-être qui se développe, mais je pense que c'est vraiment pour l'instant, on va dire, réservé aux grandes enseignes comme les Galeries Lafayette ou autres. Le deuxième élément en retail, ça va être l'utilisation de la tech, en fait, et du digital. Donc, on l'a vu avec Sephora et ces nouveaux concepts de magasins qu'ils ont lancés plutôt en Asie. Pour l'instant, je n'ai pas eu encore vraiment
retour dithyrambique sur l'expérience. Et je pense qu'en fait, le retail, il y a une vraie problématique, j'ai envie de dire, de savoir comment en fait s'adresser à des consommateurs qui cherchent effectivement ce bien-être, mais qui ont besoin d'expériences un peu plus seamless. Et pour moi, le retail, en fait, je le vois presque plus d'un côté un peu plus communautaire, on va dire, avec le retour de lieux qui sont plus confidentiels. Je pense notamment aux États-Unis, il y a de plus en plus de clubs qui se développent. Donc, c'est des members clubs dans lesquels on va aller. En général, c'est mixte ou c'est hommes et femmes. Il y a beaucoup de clubs pour hommes. Et en fait, c'est dans ces endroits-là aussi où on va faire découvrir des nouveaux produits, des nouvelles marques. Donc, le retail tel qu'on l'a connu, il est vraiment en train de changer pour quelque chose qui doit aller vers plus pour moi de la niche que la grande consommation. Le produit là, qui était à Las Vegas pour le parfum, on peut sentir le parfum à distance. Oui, voilà, je ne voulais pas l'interrompre pendant le truc. Le japonais, c'était oui, Aroma Shutu. En fait, donc il y a le hardware, donc c'est un espèce de pod qu'on peut avoir chez soi, qu'on va brancher à son ordinateur avec une clé USB. Et il y a un programme sur son ordinateur qui va comment dire, formuler en fait avec les cartouches qui sont dans l'appareil une senteur particulière. Et c'est grâce à ce logiciel qu'on peut créer différents parfums et qu'on peut faire sentir du coup à quelqu'un qui n'est pas du tout au même endroit une odeur particulière. Et voilà, c'est avec des cartouches qui sont voilà, dans le pod. Et apparemment, avec 6 cartouches de senteurs différentes, on peut recréer jusqu'à plus de 100 odeurs possibles. Donc, ouais, c'est encore en cours de développement, mais c'est prometteur. Enfin, moi, ça fait 31 ans, je crois que je suis dans le parfum. On a toujours rêvé du truc qui peut se diffuser à travers l'ordi. Mais pour l'instant, ouais, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, de toute façon, ne vous inquiétez pas parce qu'on poursuivra tranquillement autour d'un verre. Mais est-ce qu'on prend une dernière question? Non? Dans les parfums, c'est vrai que c'est assez classique hein, pour l'instant. On a eu, c'est une marque française, Ormé, qui a sorti les ampoules là qu'on a vu il y a peu de temps. En Asie, parce que je regarde beaucoup l'Asie, il y a beaucoup de parfums solides. C'est très populaire parce qu'il y a un côté pratique et avec la chaleur, apparemment, le côté solide, c'est mieux. Voilà, c'est mieux que l'alcool, exactement. Mais c'est vrai qu'après, en termes de format, il y a encore assez peu d'innovation dans ce domaine-là. Il y a pas mal de micro-émulsions en base végétale, en fait, maintenant. Mais enfin, la micro-émulsion, ça existe depuis longtemps, mais c'est de plus en plus perfectionné en base végétale. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un peu l'apanage des autres senteurs pour bébé, mais on savait que c'était opaque, que c'était pas forcément hyper stable, etc. Et des fois, ça collait. Et maintenant, on arrive à faire des trucs vraiment intéressants. Et Dior, on a lancé en Asie, qui commence à arriver chez nous, en fait, en micro-émulsion. Ouais, ouais, sur J'adore. C'est l'eau de J'adore. Ouais. Ouais. Ah, c'est toujours. Bah, de toute façon, une micro-émulsion, c'est laiteux. Hein, donc, c'est un. Oui, alors, c'est pas totalement transparent, mais on arrive maintenant à des choses très sophistiquées. C'est pas le dernier parfum de Bella Hadid aussi qui utilise cette technologie. C'est un parfum qu'il faut secouer avant de le sprayer. Ouais, il est sorti là la semaine dernière. Ouais. Ouais. Alors, si on secoue, ça peut être aussi un biphase en base eau et alcool, étant donné que c'est pas miscible. Si on secoue et on met un peu de solubilisant, ça solubilise au moment où on spraye. C'est peut-être ça plutôt. Ouais, c'est possible.
Écoutez, je crois qu'on va remercier Monia Merci à vous. de la générosité de son partage. Alors, juste une petite annonce, parce que certains d'entre vous qui sont ESSEC reçoivent les événements par newsletter, d'autres qui ne sont peut-être pas ESSEC sont toujours les bienvenus, ou presque toujours, sauf quand on a vraiment un tout petit quota. On a de prochains événements. On a un très bel événement le 4 juin, organisé principalement par Laetitia et Cécile, avec l'aide de Maude, C'est un petit peu la suite de nos opus sur l'hyperluxe pour certains qui nous ont suivis, en fait. Et là, on va être sur vraiment l'artisanat d'art comme échelle enfin, comme créateur de valeur, en fait, pour le luxe. Avec des très beaux des très beaux invités, des très beaux intervenants. Et puis, on clôturera l'année, alors à chaque fois ici même, hein, on clôturera l'année aussi par un cocktail networking où là, vraiment, on profitera, j'espère, Jeanne, tu nous commanderas la météo. Normalement, c'est le 10 juillet pour effectivement fêter les vacances ensemble. Voilà. Donc, restez au courant. On organise aussi des petites visites de temps à autre, etc. Donc, on est toujours assez actifs et on vous tiendra au courant des prochains. Merci à tous, en tout cas. Merci beaucoup, Monia.